Bien le bonjour tout le monde, je suis Flo et vous êtes les bienvenus dans le salon des adaptations. Et aujourd'hui, on parle de Doom. Ah, attendez, il manque un truc là. Je sais. Aujourd'hui, on parle de Doom. Ouais, c'est mieux. Donc Doom est une licence vidéoludique développée par id Software et créée en 1993. Et ce fut une jolie petite révolution dans l'histoire du jeu vidéo, étant donné que c'est l'un des tout premiers jeux de tir à la première personne, l'un des tout premiers à utiliser des graphismes en 3D, l'un des tout premiers à disposer d'un mode multijoueur en ligne, et enfin l'un des tout premiers à offrir aux joueurs la possibilité de créer eux-mêmes du contenu pour le jeu. Le succès de Doom fut si grand qu'à l'époque, les jeux de tir à la première personne, qu'on appelle aujourd'hui FPS pour First Person Shooter, étaient appelés les Doom-like. Mais le jeu était aussi au centre de pas mal de polémiques, principalement à cause de sa violence. Pas mal de monde craignait qu'il n'ait une mauvaise influence sur la jeunesse et ne rende la violence cool dans l'esprit de nos chères petites têtes blondes, surtout après la fusillade de Columbine en 1999, dont l'un des auteurs était ouvertement fan de la licence. Certains allaient même jusqu'à dire que Doom fait l'apologie de la violence, quand bien même l'un des créateurs du jeu est mormon. Mais cela n'a pas empêché l'armée américaine d'intégrer au programme de formation du corps des Marines une version modifiée du jeu, sobrement intitulée Marine Doom. Et je suis sûr que vous ne le saviez pas, et je suis très content d'avoir réussi à caser cette information quelque part. Et là, vous allez me dire, mais enfin Flo, il y a déjà eu un film Doom en 2005 avec Karl Urban et The Rock. Ce à quoi je vous répondrai... oui. Sauf que le film de 2005... voilà quoi. Non, plus sérieusement, il y a trois choses qui me font penser qu'une nouvelle adaptation de Doom au cinéma pourrait être pertinente. Premièrement, on est dans une période où Hollywood produit pas mal de reboots et de suites de films sortis il y a plusieurs années, voire plusieurs décennies. Je prends l'exemple de Jumanji, de Blade Runner ou de Robocop. Oui, parce qu'il a été annoncé récemment que Neil Blomkamp, le réalisateur de District 9, allait réaliser une nouvelle suite à Robocop. L'original, pas le reboot de 2014. Certains voient en cette tendance un manque de créativité de la part des gros studios. Personnellement, c'est pas mon cas, mais après tout, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Deuxièmement, ce qui marche pas mal en ce moment à Hollywood, c'est les films d'action plus classiques, terre à terre, bien badass et brutaux. On a par exemple John Wick, Atomic Blonde, Equalizer, etc. Et troisièmement, j'ai un peu l'impression qu'on est dans une espèce d'âge d'or du film R-rated. R-rated, ça veut dire qu'aux États-Unis, le film est interdit en salle aux moins de 17 ans non accompagnés. Et en fait, ce genre de film n'a jamais aussi bien marché que ces derniers temps. Suffit de voir le succès de Deadpool, Ça, Logan, Get Out, entre beaucoup d'autres. Et une adaptation de Doom regrouperait ces trois éléments. Donc ouais, je suis sûr que si on confiait le projet aux bonnes personnes, ça pourrait être un succès à la fois critique et commercial, et tout le monde serait content. Les fans, comme le studio. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de se questionner sur les éléments des jeux qu'on devra retrouver dans notre adaptation. Et on va pas tergiverser pendant 15 ans. Pour moi, il y a 4 éléments qui doivent impérativement se retrouver dans notre film. La planète Mars, le bestiaire, l'arsenal et les Glory Kills. Pour Mars, c'est là que prennent place les jeux, à l'exception de Doom 2. Bon, ok, en vrai, le premier se passe sur Phobos et Deimos, les lunes de Mars, mais bref. Donc ça paraît évident d'y placer l'intrigue du film. Et qui plus est, si on dit au spectateur que l'histoire se passe sur une autre planète, il sera plus facile pour lui d'accepter le fait que le personnage principal se batte contre des putains de démons venus des enfers. Hashtag suspension consentie de l'incrédulité. Et même visuellement parlant, ça pourrait avoir grave de la gueule. Et pour le bestiaire, certaines créatures sont devenues indissociables de la licence dans l'imaginaire collectif. Je pense notamment aux cacodémons, aux Pinkies, aux chevaliers de l'enfer ou encore aux Spider Mastermind. En plus, chacune de ces créatures est ultra classe en termes de design. Et qui plus est, certaines pourraient tout à fait être reproduites grâce à des prothèses, du maquillage, voire même des animatroniques, sans passer par des effets visuels dégueulasses. Ce qui, pour le coup, les rendrait vraiment réalistes. Maintenant, pour ce qui est de l'arsenal, c'est simple, les mêmes armes reviennent dans tous les jeux. On peut citer pêle-mêle la tronçonneuse, le shotgun, le super shotgun, la mitrailleuse, le fusil à plasma et bien évidemment le fameux BFG 9000, l'arme favorite de tous les mecs qui ont un truc à compenser. Alors évidemment notre personnage va pas changer d'arme toutes les 5 minutes, mais je pense quand même qu'il faudrait qu'il ait au moins le super shotgun puisque c'est l'arme avec lequel le Doom Guy est le plus souvent représenté. Et aussi le BFG 9000 parce que c'est le gun emblématique de la licence. D'ailleurs, petite anecdote, BFG est l'acronyme de Big Fucking Gun. Subtil.
Et enfin, les Glory Kills. C'est une mécanique introduite dans le reboot de la licence, sorti en 2016. Concrètement, c'est une attaque au corps à corps qui vous permet d'achever un ennemi que vous aurez auparavant affaibli à grands coups de shotgun sur le coin de la gueule. Et s'il est réussi, vous recevrez un petit regain de santé. En gros, c'est une manière de récompenser la prise de risque et de donner un petit coup de main au joueur lorsqu'il se retrouve en mauvaise posture tout en le gardant en mouvement. Et la raison pour laquelle j'exige que les Glory Kills soient présents dans l'adaptation, c'est tout simplement parce qu'ils sont absolument jouissifs. Sérieusement, ça donne un réel sentiment de puissance au joueur. Et je pense que ce sentiment de puissance doit se retrouver dans le film. Le personnage doit être ultra badass, il doit péter des gueules par caisse de 12. Maintenant, avant de parler en détail des différents aspects de notre adaptation, on va s'attarder un peu sur la direction générale que l'on va prendre pour le projet. Et très clairement, on va principalement s'inspirer du jeu de 2016. Premièrement parce que c'est le plus récent, et donc c'est celui que le public aura en tête, mais aussi parce qu'il mélange habilement du neuf et du vieux. Je m'explique. Techniquement parlant, le jeu a tout d'un AAA récent. Les graphismes ont grave de la gueule, la musique est un véritable bijou auditif, les feedbacks nous donnent réellement l'impression d'être le Doom Guy, et l'histoire est plus développée que dans les autres opus de la saga. Cela dit, en termes de gameplay, on voit très clairement une volonté de retourner aux racines du FPS. On n'a pas de système de couverture, les mouvements du personnage sont rapides, notre santé ne se régénère pas toute seule, etc. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un jeu indéniablement moderne, tout en ayant les mêmes sensations que si l'on jouait au Doom originel. Et je pense que ça pourrait être intéressant de reprendre cette dualité dans notre adaptation. Du coup, j'imagine bien un film d'action bourrin, brutal et réaliste dans sa dépiction de la violence, mais qui rendrait hommage aux films d'action des années 80 à la Predator, Aliens, Commando et autres Rambo, dont s'inspirait clairement le premier jeu de la saga. Je vais tout de suite vous donner les noms des scénaristes auxquels j'ai pensé pour le projet. Il s'agit de Rhett Reese et Paul Wernick. Ils ont scénarisé, entre autres, Bienvenue à Zombieland, ainsi que sa suite qui est actuellement en chantier, Life Origine Inconnue, et aussi les deux films Deadpool. Et je pense à eux parce que, pour moi, le film ne devrait pas trop se prendre au sérieux. Je pense que c'est justement l'une des raisons pour lesquelles le film de 2005 est mauvais, il se prend trop au sérieux. Là, notre adaptation devrait complètement assumer son côté série B d'action ultra violente et badass avant tout. Et avec des films tels que Zombieland et Deadpool sur leur CV, je pense que c'est les deux personnes idéales pour s'en occuper. Et ils ont toujours bossé ensemble, alors il n'y a pas de raison pour qu'ils s'arrêtent en si bon chemin. Et maintenant, pour ce qui est de l'histoire, Mars, 2174. Le lieutenant-colonel Vic Johnson fait son arrivée dans la station de l'UAC, ou Union Aerospace Corporation, un conglomérat menant diverses opérations sur la planète, de l'extraction de ressources à l'enfouissement de déchets radioactifs. Vic y a été muté pour insubordination. Il fait alors la rencontre de son supérieur, BJ Blazkowicz, un ancien marine embauché par l'UAC pour s'occuper de la sécurité au sein de la station. Vic s'installe dans ses quartiers et commence à prendre ses aises, à contre-cœur. Il sait déjà que le temps sera long et que les quelques mois qu'est censé durer son affectation ici lui sembleront être des années. Car honnêtement, qu'est-ce qui peut bien se passer d'intéressant dans ce complexe industriel ? Soudain, une alarme retentit dans toute la station, puis des cris, puis des détonations. Vic sort alors de sa chambre pour essayer de comprendre ce qui se passe et se retrouve nez à nez avec une horrible créature humanoïde qui lance ce qui ressemble à des boules de feu. Vic parvient à éviter les projectiles et se munit du pistolet attaché à sa ceinture, avant de tirer une première décharge dans le torse de la créature, puis une seconde en pleine tête. Vic tente alors de contacter le centre de contrôle, en vain. Soudain, deux autres créatures surgissent. Notre héros se prépare à ouvrir le feu, mais deux détonations retentissent et les deux monstres tombent au sol, morts, tués par Blazkowicz qui arrive derrière Vic. Il lui ordonne de le suivre jusqu'à l'armurerie, où ils pourront mieux s'équiper. Une fois sur place, Blazkowicz fournit un fusil à pompe à Vic et lui désigne une vitrine à l'intérieur de laquelle est exposée une armure massive et technologiquement très avancée. Alors qu'il enfile son nouvel équipement, Vic demande à son supérieur ce qu'il se passe, ce à quoi ce dernier se contente de répondre qu'ils sont de retour. Les deux soldats se mettent alors en direction du centre de contrôle de la station, d'où ils auront une vue globale sur l'installation et pourront ainsi estimer l'étendue des dégâts et déterminer ce qui cause l'apparition des créatures. Mais le chemin est semé d'embûches et ils font face à de nouvelles monstruosités, plus imposantes, puissantes et terrifiantes que les précédentes. Une fois sur place, Vic et Blazkowicz constatent que tout le monde a été sauvagement massacré. Ils semblent être les deux seuls survivants de l'attaque. Blazkowicz tente alors d'envoyer un signal de détresse à destination de la Terre, mais se rend rapidement compte que son accès au système a été révoqué. L'un des nombreux écrans du centre de contrôle s'allume alors, laissant apparaître le Dr Hayden, le directeur de la division recherche et développement de la station. C'est lui qui a laissé entrer les créatures grâce à un portail situé au pied de la Tour Argent, l'une des installations de l'UAC sur Mars. Pour lui, l'humanité a besoin d'être purifiée, et le seul moyen d'y parvenir est de laisser l'enfer déverser ses monstruosités sur la Terre. Vic est totalement perdu. Blazkowicz se décide enfin à tout lui expliquer. Si l'UAC s'est installé sur Mars, ce n'est pas pour extraire des ressources de la planète rouge. En vérité, environ 150 ans plus tôt, des scientifiques y ont découvert une brèche interdimensionnelle menant directement en enfer.
L'UAC a alors décidé de se lancer dans l'extraction de ressources infernales, notamment de ce qu'on appelle l'énergie argent, une source d'énergie quasi illimitée. Cela dit, ce n'est pas la première fois que les choses tournent mal, mais à chaque fois, un homme est parvenu à venir à bout des créatures qui se frayaient un chemin à travers la brèche. B.J. Blazkowicz. Le dernier incident en date est survenu en 2148, et l'UAC, avec l'aval du gouvernement terrien, a étouffé l'affaire. Blazkowicz a depuis été embauché par l'UAC afin de pouvoir gérer les potentielles menaces le plus rapidement possible. Après ces révélations, Vic et Blazkowicz se mettent en route vers la Tour Argent afin de refermer le portail. Sur place, ils constatent que le système de fermeture du portail a été désactivé. La seule solution est alors de détruire le générateur qui fournit toute la tour en énergie et maintient le portail ouvert. Cela dit, leur acte produit une réaction en chaîne qui fait s'écrouler la tour sur eux. Les deux soldats se réveillent alors, complètement sonnés, mais ils ne se trouvent plus sur Mars. Ils font face à un paysage austère et apocalyptique. Ils sont en enfer. Soudain, une horde de démons les encercle. Ils livrent un combat sans merci contre les créatures qu'ils parviennent finalement à éliminer. Mais Blazkowicz a été grièvement blessé durant le combat. Son armure a été perforée et son réservoir d'oxygène lui a été arraché. Il ne pourra pas aller plus loin. Dans son dernier souffle, il informe Vic de l'existence d'un autre portail reliant l'enfer à Mars, que le personnel de l'UAC utilise pour organiser des expéditions dans cette autre dimension. Notre héros se met alors à la recherche du dit portail. Une fois de retour dans le complexe de l'UAC, Vic se dirige vers l'aile dédiée à la recherche et au développement, et tombe rapidement sur un prototype d'arme expérimentale, alimenté grâce à des capsules d'énergie argent, le BFG 9000. Équipé de cette nouvelle arme, Vic atteint enfin le laboratoire dans lequel s'est réfugié le Dr Hayden, mais celui-ci ouvre un nouveau portail vers l'enfer. Une gigantesque créature en sort alors, prête à détruire tout ce qui se trouve sur son passage, en commençant par Vic. Suite à un combat des plus brutaux, le Marine parvient enfin à tuer le démon. Le Dr Hayden a été grièvement blessé par la déferlante d'énergie lâchée par le BFG 9000, mais dans un dernier effort, il détruit le système de commande du portail sur Mars. Au même moment, Vic aperçoit une légion de démons s'approchant dangereusement du portail. Il ne lui reste plus qu'une solution pour éviter que les armées de l'enfer ne déferlent dans notre dimension. Fermer le portail de l'autre côté. Le soldat se munit alors du BFG 9000, puis traverse le portail. Fin. Avant de passer à la suite, je vais juste vous donner quelques détails sur ce scénario. Alors évidemment, il ne s'agit pas du scénario complet. Je me suis contenté de développer certains points clés de l'intrigue et une structure narrative globale. Mais c'est évident que vous venez pas d'entendre toute l'histoire du film. Enfin, je dis que c'est évident, mais apparemment ça avait pas l'air d'être clair pour tout le monde dans l'épisode précédent. Donc je préfère le préciser, dans le doute. Ensuite, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire en sorte qu'il y ait deux Doom Guys. Ça pourrait participer au mélange de neuf et de vieux que j'aimerais qu'on retrouve dans le projet. Et surtout, si on fait mourir le personnage de Blazkowicz, on se retrouve avec un espèce de passage de témoin de l'ancienne génération à la nouvelle. D'ailleurs, les fans de la licence auront peut-être esquissé un sourire en entendant le nom de B.J. Blazkowicz. En effet, B.J. Blazkowicz n'est autre que le protagoniste des jeux, et ce, même dans l'épisode sorti en 2016, puisque, malgré le fait qu'il ait été marketé comme un reboot de la licence, c'est en fait la suite directe de Doom 64. Et une petite anecdote en plus, B.J. Blazkowicz est aussi le nom du héros d'une autre licence, à savoir Wolfenstein, qui a aussi été créé par id Software. Et ça ne s'arrête pas là, puisque le personnage principal d'une autre licence, elle aussi créée par id Software, s'appelle aussi B.J. Blazkowicz. Il s'agit de Commander Keen. Et du coup, le B.J. Blazkowicz de Wolfenstein est en fait le grand-père du B.J. Blazkowicz de Commander Keen, qui est lui-même le père du B.J. Blazkowicz de Doom. Et donc j'ai décidé de reprendre le personnage des jeux, donc B.J. Blazkowicz 3ème du nom si vous avez bien suivi, et de faire en sorte que l'intrigue se passe plusieurs décennies après celle du jeu de 2016. Comme ça, si ça nous chante, on peut très bien imaginer que les jeux et le film se déroulent dans le même univers. Et puis je me suis dit que ça serait intéressant de faire du Doom Guy originel, un vieux vétéran aigri. Et enfin, j'ai décidé de conclure le film de cette manière pour laisser la porte ouverte à une éventuelle suite si le succès est au rendez-vous. On va commencer avec Blazkowicz. Il nous faut un acteur qui ait une bonne carrure et qui transpire la classe et la badassitude. Quelqu'un avec une vraie gueule de baroudeur. Et pour moi, le choix évident, c'est Ron Perlman. Sérieusement, regardez-moi ça, il serait pas super crédible dans le rôle d'un ancien marine qui a combattu des hordes de démons et est même allé leur casser la gueule directement en enfer? Et maintenant, passons à Vic. J'avais pensé à Ronda Rousey. Eh oui, Vic serait le diminutif de Victoria. Vic ne serait pas un Doom Guy, mais bien une Doom Girl. Alors évidemment, ça sort pas de nulle part.
j'ai une bonne raison pour proposer que le personnage principal soit une femme. Vous vous souvenez quand je disais que cette adaptation devrait être un film moderne tout en rendant hommage aux classiques du genre? Et ben voilà comment faire un film d'action qui soit dans l'air du temps. Faites en sorte que le personnage principal soit une femme et qu'elle casse des gueules à la tonne. En plus, ça serait totalement légitime vu le contexte actuel, libération de la parole, tout ça. Et du coup, on reprendrait tous les codes des films d'action des années 80, mais en les dépoussiérant un bon coup. Et puis franchement, on pourrait avoir un joli parallèle entre les démons et le patriarcat. Non, sérieusement, voir une meuf ultra badass défoncer le patriarcat à grands coups de shotgun, ça vaudrait tout l'or du monde. Et pour ce qui est du choix de Ronda Rousey, bah, elle est ultra badass dans la vraie vie, donc ça paraît évident. Et puis elle a déjà une petite carrière à la télé et au cinéma, et en plus elle s'est reconvertie dans le catch. Et les catcheurs, bah, certes ils seraient vraiment capables de péter la gueule à chacun d'entre nous, mais ça reste quand même des acteurs. Donc ouais, franchement je la verrais bien dans un tel rôle. Et puis entre nous, j'ai aussi envie de faire chier tous ces mecs qui ont hurlé à la mort parce que les personnages principaux des prochains Battlefield, Assassin's Creed et Gears of War seront des femmes. C'est simple, on va piocher dans les réalisateurs qui savent filmer des scènes badass. Et j'ai deux noms qui me viennent en tête, avec des styles mine de rien très différents. Zack Snyder et David Leitch. Pour Snyder, bah j'adore sa façon de styliser les scènes d'action. Enfin, j'adore la façon dont il stylisait les scènes d'action, à l'époque de 300, Watchmen et Sucker Punch. Parce que c'est vrai que depuis qu'il a commencé à bosser avec Warner et DC, son style ressort moins. Est-ce que c'est lui qui a décidé de se brider ou est-ce que c'est le studio qui lui a dit de se calmer? On n'en sait trop rien. Mais je penche personnellement pour la seconde option. Du coup, j'aimerais bien voir Zack Snyder attaché à un tel projet si, et uniquement si, on le laisse faire ce qu'il veut. Et je pense que le pauvre doit bien avoir besoin de se défouler après Justice League. Son style à base de ralenti et de zoom pourrait vraiment magnifier la violence et la badassitude dont ferait preuve le personnage de Vic. Imaginez un Glory Kill mis en scène par un Zack Snyder au sommet de son art. Ça vend pas du rêve sérieusement? Et puis sa façon de composer les plans pourrait vraiment rendre les paysages martiens magnifiques. Et en plus, ça lui ferait un retour au genre du film d'action horrifique après Dawn of the Dead, son tout premier long métrage, qui est d'ailleurs mon film de zombies préféré. Et on pourrait imaginer que son pote Larry Fong le rejoigne en tant que directeur de la photographie, et ça pourrait vraiment donner quelque chose d'intéressant. Pour ce qui est de David Leitch, je pense tout simplement que c'est l'un des meilleurs réalisateurs d'action du moment. Il a co-réalisé John Wick, même s'il n'est pas crédité au générique, et personne ne semble savoir pourquoi, mais on lui doit aussi Atomic Blonde et Deadpool 2. Et ces deux films montrent la violence de manière très brutale et réaliste. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai préféré Deadpool 2 au premier. Et les gros studios commencent réellement à lui faire confiance, étant donné qu'il est attaché à la réalisation de l'adaptation de The Division pour Ubisoft et d'un spin-off de Fast and Furious. Et vu qu'il a commencé sa carrière en tant que cascadeur et coordinateur des cascades, il a une vision très claire de ce qui est possible et réalisable en termes d'action. Donc je pense qu'il pourrait faire le taf. J'en profite pour faire une petite parenthèse sur la bande originale du jeu de 2016, parce que c'est un pur chef-d'œuvre. Elle colle parfaitement à l'atmosphère viscérale et brutale du jeu, et en plus elle s'adapte à ce qui se passe à l'écran, ce qui favorise vraiment l'immersion. Elle a été composée par Mick Gordon, qui a aussi bossé sur le reboot de Wolfenstein, entre autres. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur son processus créatif, je vous invite à vous rendre sur sa chaîne YouTube, où il a posté 2 courtes vidéos dans lesquelles il détaille ses inspirations et sa façon de composer. Et autant dire que pour Doom, il a pas fait les choses à moitié. Il est même allé jusqu'à sampler une tronçonneuse, bordel. C'est du génie. Et si ça vous intéresse, je vous laisse aussi dans la description le lien d'une vidéo de Race Vic qui analyse la BO du jeu, et c'est vraiment super intéressant. Donc, pour la musique du film, il nous faut quelque chose d'épique et du brutal, quelque chose de la même trempe que la musique du jeu de 2016 quoi. La solution la plus simple, a priori, serait donc de reprendre Mick Gordon. Sauf que composer une bande originale pour un jeu vidéo et composer une bande originale pour un film sont deux exercices totalement différents. Il nous faut donc quelqu'un qui puisse recréer la violence et la brutalité de la musique du jeu, tout en l'adaptant au médium cinématographique. Et je pense à Tom Holkenborg, plus connu sous le nom de Junkie XL. C'est vrai qu'il s'est fait un peu plus discret ces derniers temps, mais on lui doit quand même quelques perles. Voilà quelques extraits tirés de Deadpool. De Batman v Superman, et de l'une de mes bandes originales préférées, à savoir Mad Max Fury Road.
Et justement, je trouve que ce dernier extrait pourrait bien coller à l'atmosphère de Doom. Et ce morceau mêle parfaitement les passages assez brutaux comme celui que vous venez d'entendre, et des passages plus lyriques et puissants. Donc s'il arrive à nous ressortir quelque chose d'aussi bon que pour Mad Max, mais en expérimentant un peu plus comme a pu le faire Mick Gordon pour son taf, bah ce sera parfait. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Personnellement, je me suis éclaté à l'écrire, j'ai rarement pris autant de plaisir à écrire un épisode du Salon des Adaptations, donc j'attends vos avis et vos propositions dans les commentaires, et je me ferai une joie d'en discuter avec vous. Quant à nous, on se retrouve bientôt dans le salon pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, surtout, portez-vous bien. Oh, et attention, il y a un cacodémon derrière vous. Allez, ciao tout le monde.